Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour le 13h30 sur Delta Santé, que nous ouvrons d'ailleurs avec ce mouvement de débrayage observé hier au palais de justice. Les greffiers du 10 palais ont tenu à travers celle-ci à manifester leur mécontentement quant à leurs conditions de vie et de travail. Ils comptent poursuivre cette grève durant 3 jours si aucune solution n'est trouvée à leurs revendications. On fait le point avec Dieudonné Sewanou et Paul Aboti. Ce n'était pas encore l'heure de la pause café ni du déjeuner. Nous sommes dans la cour du tribunal de Lomé. Les greffiers du tribunal ont abandonné leurs différents bureaux et clients pour se retrouver sous ces arbres dans la cour du palais ce lundi. Une mobilisation un peu affaiblie avant notre arrivée. Les juristes réclament une meilleure condition de vie et de travail. Nous réclamons en général l'amélioration de nos conditions de travail et de vie, et en particulier un statut spécial des greffiers. Il a dit que les greffiers ont un statut autonome ou bien spécial, et dans toute la sous-région, seuls les greffiers togolais n'ont pas un statut spécial ou bien autonome. Et c'est ce que nous revendiquons aujourd'hui. Lésés, disent-ils, les greffiers grévistes entendent lancer la mobilisation sur 3 jours et reconductible en cas de réticence de la part des autorités. En cas de réticence, on se concerte, on décide ensemble de ce que nous allons faire. Ça veut dire que le mouvement va continuer, même s'il faut aller même au-delà des 3 jours que nous avons prévu faire. C'est l'évolution de la situation qui nous dira la suite. Les problèmes dans le secteur, d'après nos informations, ne datent pas d'aujourd'hui et la nouvelle génération de greffiers n'entend pas lâcher prise jusqu'à l'obtention d'un gain de cause. Restons toujours au chapitre des grèves. La série des grèves annoncée par l'Union des syndicats des enseignants du Togo n'aura plus lieu. Ces derniers ont finalement trouvé un compromis hier avec le ministre des enseignements primaires et secondaires. On retrouve Dieudonné Sewanou et Paul Aboti pour le reportage. Voici la lettre qui a failli de nouveau semer la zizanie dans le monde de l'éducation. C'était un préavis de grève qui serait illégalement adressé au ministère en charge du secteur par certains membres de l'Union des syndicats de l'enseignement du Togo, U7. À l'analyse, les fédérations syndicales d'enseignants et de travailleurs ici réunies au cabinet du ministre des Enseignements s'indignent et désavouent la teneur du courrier. Affaire non lieu donc. Suite à la lettre de l'UZ pour lancer la grève, nous ne sommes pas mêlés. La FESET n'est pas mêlée ni de près ni de loin. Au niveau des 6 fédérations, plus rien n'augurait qu'on puisse lancer un quelconque mouvement. Donc pour nous, à la FESET, c'est une surprise qu'un tel courrier a été rédigé pour appeler à la grève à la rentrée. La grève, à mon humble avis, n'aura pas lieu. Et la fédération UZ est avec nous et que nous sommes en train de nous entendre. Ça a été un petit mésentente entre les dirigeants de cette fédération et que tout va rentrer bientôt dans l'ordre. La grosse surprise serait donc avec la formation syndicale d'enseignants, la principale supposée signataire de la lettre du préavis. Elle fait part de son regret à la presse. On a entre-temps rédigé un préavis de grève, mais nous disons que comme nous sommes en pleine discussion, il faut retenir ça d'abord. Suite à ça, il y a certains membres de l'UZ qui n'ont pas concerté l'ensemble et ils ont déposé le préavis. Et nous avons réagi par rapport à ça et nous avons écrit au gouvernement pour dénoncer cela. Et nous avons présenté aussi nos excuses par rapport à ce dépôt de préavis. Nous sommes en pleine discussion et nous avons confiance que ces discussions vont aboutir. Le ministre des Enseignements primaires et secondaires, entouré de ses collègues de la fonction publique et du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie, fustige l'acte et revient sur l'esprit du cadre permanent de concertation devant déboucher sur la question des précomptes. Le préavis de grève que nous avons reçu est truffé d'une partie de faux et usage de faux. Parce que les membres qui ont signé ce préavis, ce n'est pas ceux qui habituellement avaient l'œil de le signer. Et je voudrais tout simplement dire que le préavis de grève annoncé par l'UZ est retiré
Et un appel donc est lancé à tous les enseignants du Togo, aux parents d'élèves et aux élèves de passer dans le calme et dans l'assiduité au travail leur congé de Pâques et d'en profiter pour préparer les examens qui s'annoncent dès la rentrée et que tout se passera de manière pacifique. Dernier virage de la fin de l'année académique 2013-2014, le secteur ou alors les hommes du secteur défraient la chronique. En somme, pas de préavis de grève pour la rentrée prochaine. La preuve illustrant mieux cette évidence, c'est aussi cette ambiance détendue à la fin de la conférence de presse. Hors de chez nous, la nouvelle a ébranlé tout le Nigeria hier. Un attentat suicide a frappé la ville d'Abuja. Le bilan est lourd. Il fait état de 71 morts et plus d'une centaine de blessés. C'est un double attentat qui vient perturber encore une fois la vie des Nigérians. Avec un bilan provisoire de 71 victimes, pour cause l'attaque a été perpétrée à 1 heure de pointe. La taille du cratère témoigne de la violence de l'attentat. À 6h, 6h25, quand ce drame s'est produit, je me suis précipité. J'ai vu le feu, donc j'ai eu peur de m'approcher. En ce moment, il n'y avait que les passagers et les personnes prenant le bus pour leur travail. Alors il y a l'explosion, beaucoup de corps étaient en feu. Certains sont encore en vie, mais il n'y avait pas de secours qui pouvaient leur venir en aide. C'est pourquoi nous sommes ici pour les aider avec nos propres mains. Nous sommes en danger. Si les autorités ne font rien, nous avons peur. À la prochaine élection qui auront lieu en 2015, nous ne savons pas ce qu'il va se passer. La chose que nous demandons maintenant aux autorités est d'être présentes et de renforcer leurs mesures de sécurité partout. Le président nigérian Goodluck Jonathan, qui s'est aussitôt rendu sur les lieux, a promis de ne ménager aucun effort pour remporter le combat contre le terrorisme. Nous présentons nos condoléances à toutes ces femmes et ces hommes. Nous continuerons à combattre ces actes terroristes. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire avancer notre pays et lutterons contre ces agissements qui entravent notre développement. À un an des élections générales, ce nouveau attentat est un coup dur pour le président Goodluck Jonathan, déjà très critiqué pour son impuissance dans la lutte contre Boko Haram. Jetons à présent un coup de projecteur sur l'armée somalienne. Celle-ci est en pleine reconstruction après plusieurs années de guerre civile qu'elle a connue. L'armée somalienne, une pièce maîtresse pour la reconstruction de l'État somalien. La Somalie et ses partenaires, notamment l'Union africaine, sont en étroite collaboration pour permettre à l'armée nationale somalienne d'être à la hauteur des grands défis auxquels elle est confrontée depuis plusieurs années. Considérée comme une des plus formées du continent avant 1991, date du début de l'instabilité dans le pays, les forces de sécurité font preuve de loyauté malgré les nombreuses difficultés. Et c'est toute une nation qui a rendu un hommage à ces vaillants soldats ce samedi 12 avril à l'occasion de la 54e anniversaire de l'armée nationale. Il y a une longue histoire créée par les gens avant nous, nos pères fondateurs, 2 officiers de l'armée et les dirigeants politiques. Ils ont construit l'armée nationale somalienne et ont à la suite gagné leur stature. Le fait que cette histoire est encore précieuse est un témoignage de l'importance de l'armée nationale somalienne. Aujourd'hui, nous avons une seconde chance de faire l'histoire. Beaucoup de gens vont à nouveau entrer dans les livres d'histoire pour leur participation à la reconstruction de notre armée nationale. Une mission que le chef des forces de défense, le major général Dahir Aden Elmi, n'a pas manqué de rappeler. Pour lui, ces hommes ont un potentiel pour rétablir l'ordre et le calme. L'armée nationale somalienne a été créée dans le cadre d'un effort pour s'assurer qu'il était une force de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Somalie. Cette force armée a été construite pour contrer les menaces internes et externes afin que les citoyens somaliens puissent vivre librement sans crainte dans leur pays. Selon les estimations, plus de 10 000 soldats sont au service de l'armée nationale, une armée qui est en phase de remporter son grand combat contre les rebelles Al-Shabaab grâce au soutien de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie, qui compte depuis janvier 2014 plus de 22 000 hommes. Cette coopération porte en effet ses fruits aujourd'hui, car l'armée nationale a repris plusieurs localités aux mains des Al-Shabaab. Hors du continent africain, c'est toujours le statu quo en Ukraine. Les séparatistes pro-russes occupent toujours certains bâtiments administratifs et ce malgré la fin de l'ultimatum donné par Kiev. Barack Obama, lui, s'est pour sa part entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine pour essayer de résoudre définitivement la situation de crise que connaît l'Ukraine. La situation est calme à Slaviansk en Ukraine, mais pour combien de temps encore ?
Dans cette ville du nord-est du pays, les activistes pro-russes ont renforcé leurs barricades et continuent d'occuper l'administration locale. Un premier bataillon de la garde nationale ukrainienne est parti ce matin pour l'Est. Explication du président ukrainien. Ce matin, l'opération antiterroriste a commencé dans l'Est de la région de Donetsk. Le but de cette opération, je le répète encore une fois, est de protéger les citoyens ukrainiens, stopper la terreur, stopper la criminalité, stopper les tentatives de mettre l'Ukraine en pièces. Kiev met toujours en cause la Russie et son plan, je cite, d'embrasement de l'Ukraine. Moscou, de son côté, maintient toujours plusieurs dizaines de milliers d'hommes de l'autre côté de la frontière. Le Chili continue à lutter contre le gigantesque incendie qui ravage la ville de Valparaiso. Déclenché depuis le samedi dernier, cet incendie a déjà causé la mort de plus de 15 personnes. Le bilan de l'incendie qui fait rage à Valparaiso au Chili est désormais de 15 morts. Depuis samedi matin, le feu a détruit 850 hectares, 2000 habitations et fait 8000 sinistrés. Plusieurs hélicoptères et avions, 2000 policiers et soldats ainsi que des centaines de pompiers continuaient ce lundi de lutter contre les flammes. Certains habitants ont résisté avec les moyens du bord. Nous avons sauvé cette maison seulement avec des boissons, jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Mais ils n'avaient plus d'eau quand ils sont arrivés, alors ils n'ont rien pu faire. C'est la bière et les sodas qui nous ont sauvés. La présidente chilienne a déclenché le plan catastrophe samedi, un plan qui permet aux forces armées de participer aux opérations d'évacuation. Nous faisons tout ce qui est possible pour mobiliser toutes les ressources nécessaires pour affronter cette tragédie, a-t-elle déclaré. À commencer par le relogement des fuites, la reconstruction. L'incendie a entraîné l'évacuation de plus de 10 000 habitants et 8 centres d'accueil ont été mis en place. La météo qui s'améliore ce début de semaine pour les pompiers, température en baisse et plus d'humidité, fait espérer un contrôle total du feu d'ici 2 ou 3 jours. Je propose à présent, mesdames et messieurs, de faire un tour du monde grâce à cette série de brèves. Contre-tendu entre Twitter et les autorités turques à Ankara. Le réseau social brièvement interdit par le gouvernement est prié de respecter la législation locale. Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan ne donne pas plus de précisions, mais il accuse à présent la plateforme d'évasion fiscale. La population de Gabès en colère. Depuis des années, elle demande au gouvernement tunisien de mettre fin à la pollution de la mer qui frappe la région et nuit gravement à la santé des habitants, mais aussi aux marins pêcheurs qui accusent l'usine de phosphate du groupe chimique tunisien. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez à 19h Yodon Novikol pour la grande édition du soir. A tout à l'heure.